Vérité, droit et justice. Bon, je voudrais vous parler d'un petit rien qui fait tout et dont nul ne parle jamais. Je veux dire la vérité qui n'est nullement garantie par la Constitution ni par les droits de l'homme et qui est même interdite, voire hors la loi, actuellement, alors que sans elle, il ne saurait y avoir ni droit, ni justice, ni liberté, ni quoi que ce soit. Donc la vérité dont je souhaite vous parler, c'est cette valeur qui est la plus détestée, la plus chassée, la plus interdite actuellement. Alors, je vais partir d'un fait divers. D'un fait divers, bien que nous soyons en été, n'est-ce pas? C'est cette information sur Nadine Morano. Marine Morano, traitée de conne par Bedos, est définitivement relaxée. Donc non seulement elle a été traitée de conne, mais de connasse, de salope, à Toul, et c'est très important pour ceux qui ont fait du droit, dans son fief électoral, alors qu'elle a été ministre de Sarkozy. Donc tous les éléments comptent. Alors, en rapport avec la vérité, qui normalement permet de se défendre, par rapport à la loi qui permet, lorsqu'on est insulté, de faire condamner celui qui vous insulte, le bon sens, qui est aussi le plus honni actuellement, le bon sens fait qu'elle devait être évidemment avoir gain de cause et Guy Bedos devait être condamné. C'est une évidence. C'est une chose qui ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Hein, du temps de Saint-Louis sous son chêne. Est-ce que les faits sont là? Monsieur Bedos, vous avez bien dit ça. Madame Morano, vous attendez justice. La condamnation tombe instantanément et c'est économique. Eh bien, ce que je vais vous montrer, c'est par quels arcanes extrêmement subtils l'évidence est contestée et la justice est mise hors la loi, la vérité est mise hors la loi. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, il ne suffit pas de se demander comment une telle incongruité est possible, mais quelle est la raison d'État, la raison importante. Alors, donc, l'affaire Morano, donc, elle montre comment finalement l'appareil judiciaire est une machine à nier l'évidence quand la raison d'État est en cause. Mais la raison d'État, elle n'est pas toujours là nous croyons. Alors, un petit préalable sur la vérité. Lorsque vous parlez de vérité à quelqu'un, la réponse immédiate, d'ailleurs qui vient de l'école, c'est une vérité obligatoire, c'est à chacun sa vérité. Ils disent tous à chacun sa vérité. Donc à chacun sa vérité, c'est la vérité commune. Bon. Alors, c'est une chose, évidemment, dès que vous réfléchissez 2 instants au statut de la vérité, qui est totalement contesté, eh bien, ceci conduit à une démonstration par l'absurde. Bon. Commençons par une preuve historique, un élément historique. Ceux qui se sont vraiment intéressés à la vérité, les premiers sont les Grecs. Et c'est à partir de leur intérêt pour la vérité qu'ils ont créé notre civilisation. Et notre civilisation, vous savez qu'il y a eu un débat sur la civilisation, est-ce que c'est la première, est-ce que chacun a sa civilisation? Eh bien, notre civilisation est la seule, l'unique, qui est placée la vérité comme fondement. Et les Grecs, d'ailleurs à partir d'une esthétique, de l'observation du beau, sont arrivés à placer les 3 valeurs dans cet ordre. Ce que n'a pas fait le ministre de l'Éducation récemment, c'est le beau en premier, le vrai et le bon. Mais notre civilisation est celle de la vérité, par la justice, en art, par l'écriture, et bon, dans tous les domaines. Donc, c'est l'origine de notre civilisation. Donc ce n'est pas rien. Et si la vérité n'existait pas, avec là, les avions commenceraient à s'écraser. Parce qu'il y a un avion qui dirait à chacun sa vérité, les lois finalement ne seraient plus les bonnes de la mécanique et l'avion s'écraserait. Donc il y a bien, tout le monde reconnaît qu'il y a bien une vérité. Quand on tire le démarreur de la voiture, il y a bien une vérité. Mais cette vérité mécanique vient justement des Grecs, et en particulier la géométrie d'Euclide. Bon, une autre preuve, c'est celle du fait que la France est la première puissance culturelle au monde, non pas par les tuyaux, comme les États-Unis, mais par le contenu. C'est pour ça que la France a le plus grand nombre de touristes qui viennent visiter. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret, et ce secret, c'est la vérité que les Grecs ont mis à jour par le canon. Le canon, c'est les règles de la beauté. Les Grecs ont recherché la vérité, et qu'est-ce que la vérité? C'est tout simplement l'accord entre l'esprit et la chose. Et donc la base, ce qui n'est plus enseigné maintenant, c'est l'observation. C'est-à-dire, à la base de la vérité, il y a l'observation.
un autre élément de preuve que nous pouvons donner, finalement, c'est justement le statut en France de la littérature. C'est-à-dire que, ce n'était pas rappelé, c'était jamais rappelé, et surtout pas actuellement à l'école, mais l'idéal de l'écrivain, c'est la conquête de la vérité. Et c'est ce qui a donné cette littérature si particulière, évidemment héritée des Grecs, par les Romains, du XVIIe siècle. C'est une littérature qui est fondée sur la quête de la vérité à partir d'une méthode mores géométrico, à la manière géométrique. Mais la manière géométrique, justement, la méthode géométrique est basée sur l'observation. Et l'observation, c'est la géométrie, et c'est la raison pour laquelle les réformes des mathématiques modernes ont supprimé la géométrie, d'ailleurs en disqualifiant l'élément féminin, puisque les femmes sont plus sensibles à l'observation géométrique qu'elles le sont à l'algèbre, et en supprimant la géométrie, eh bien, évidemment, on a supprimé la méthode, il a été supprimé cette méthode qui permet de d'ausculter, de passer rayon X, une forme. Bon. Donc, tout ceci pour la vérité, la civilisation, le statut de la France, le statut de l'écrivain. Alors, quel est le problème par rapport à la vérité? Et là, je vais vous dire une chose qui va sans doute vous intéresser, c'est que je fais intervenir mon grand témoin, comme on dit, c'est... Donc tout commence, le problème avec la vérité commence en France, avec l'apparition d'un régime politique fondé sur un nouvel évangile, sur un credo contradictoire et donc mensonger. Et là, je vais faire intervenir mon grand témoin, je vois que vous froncez les sourcils, qui s'appelle Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn. Donc le fait que j'invoque, c'est la visite le 25 septembre 1993 d'Alexandre Solzhenitsyn en France pour l'inauguration du mémorial des Lucs-sur-Boulogne en Vendée. C'est le lieu du grand massacre, enfin le lieu symbolique du massacre en Vendée. Bon. Et là, Solzhenitsyn, donc, est venu, puisque ce mémorial, c'est le mémorial, on peut dire, du premier crime contre l'humanité d'État des temps modernes, puisque la Révolution, on ne le rappellera jamais assez, c'est le creuset, c'est le laboratoire, c'est le modèle de tous les totalitarismes d'État des temps modernes. Eh bien, donc, Solzhenitsyn a pointé une chose importante, il a pointé la cause sémantique de ce qu'il faut bien appeler donc, le premier crime d'État contre l'humanité dans le temps moderne. Et il l'a fait en ces termes. Il a souligné le caractère ambigu et contradictoire du credo de la Révolution, qu'il prend comme point de départ de la Révolution. Et c'est ce qui est quand même très intéressant, c'est de bien partir d'un élément sémantique. Donc c'est pas le désir de la liberté ou autre chose que Solzhenitsyn a invoqué, c'est ce credo. Je le cite. La Révolution française s'est déroulée au nom du slogan intrinsèquement contradictoire et irréaliste, dit Alexandre Solzhenitsyn, liberté, égalité, fraternité. Mais dans la vie sociale, liberté et égalité tendent à s'exclure mutuellement, sont antagonistes l'une et l'autre, car la liberté détruit l'égalité sociale, c'est même là un des rôles de la liberté, tandis que l'égalité restreint la liberté, car autrement, on ne saurait y atteindre. Quant à la fraternité, ajoute-t-il, poursuit-il, elle n'est pas de leur famille. Au surplus, à ce slogan ternaire, on a ajouté, sur le ton de la menace, ou la mort, qui est oublié, ou la mort, ce qui en détruisait toute la signification. Donc, notons que dans son discours du 10 juin 2017, il y a 2 jours, à Oradour-sur-Glane, commémorant ses 642 victimes, Emmanuel Macron affirma, citation, « Ce qui se produit ce jour-là, donc lors du massacre évidemment de Radour, est exactement ce que la France a toujours voulu combattre. » Donc je n'ai pas insisté sur la question de la vérité, mais ce que la France a toujours voulu combattre, si c'était la France, ce genre de massacre, au Luc sur Bologne. Donc on aurait aimé entendre la presse à ce sujet. Bon. Quoi qu'il en soit, comment une telle contradiction, je veux dire la contradiction soulignée par Solzhenitsyn, entre ces 3 mots qui sont à l'origine de la Révolution et qui sont le slogan de la Ve République, comment a-t-il pu perdurer depuis 3 siècles en étant présenté comme la quintessence des valeurs, la 8e merveille du monde? Et surtout, comment rétablir la vérité et devant quel tribunal? C'est-à-dire que Solzhenitsyn, très simplement, a expliqué que ces 3 mots sont contradictoires,
Et souvent, nous entendons dire, quand il est question des valeurs, quelles sont ces valeurs. Donc ces choses devraient être mises en débat. Et donc elles sont contradictoires, et vous savez que tout royaume divisé contre lui-même périra, fût-ce un texte. Donc la question de la vérité est posée, d'autant plus que ces trois valeurs sont celles qui permettent d'accéder aux plus hautes fonctions. C'est-à-dire c'est le culte de ces valeurs qui fonde ce qui est appelé la République. Comment on fait? Alors, d'où la question. Quel est le statut accordé à la vérité par la justice? C'est ça la question que je vais traiter. Et elle est d'actualité, puisque actuellement vous entendez parler des fausses nouvelles, en anglais fake news, vous entendez parler du complotisme. Donc la véritable question qui hantait nos ancêtres, c'est comment accéder à la vérité. La vérité étant la valeur suprême de nos ancêtres jusqu'à la Révolution, justement. Toute la question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, alors dans le domaine mécanique, c'est assez simple, mais dans le domaine moral, religieux, c'est la véritable question. Alors, en théorie, donc nous arrivons à l'écrivain. Bon, en théorie, quiconque a le droit de dire la vérité, et ce droit, en principe, est protégé. Bon. Mais au titre de l'article 29 de la fameuse loi du 29 juillet 1881, celle, vous avez sur les murs, il y avait marqué défense d'afficher. Donc c'est assez amusant, c'est une loi sur la liberté d'expression, mais interdit d'afficher. C'est le petit côté un petit peu humoristique, mais tout le monde l'a vu. Il y a aussi d'autres choses sur les murs, il y a d'autres interdits, il y a celui-là. Et donc, cet article 29 qui a l'air tout à fait innocent, dit toute allégation ou imputation d'un fait contraire, de imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération est une diffamation. Celui qui ne connaît pas les choses ne voit pas. Mais avant diffamation, avant Louis XVIII, qui était le grand diffamateur de Marie-Antoinette, c'était pas le mot diffamation, c'était calomnie. Donc il faut distinguer déjà ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce qu'évidemment, dire du mal de quelqu'un qui fait le mal, est-ce que c'est une diffamation? Eh bien oui, au titre de l'article 29, c'est une diffamation. Bon, donc déjà, le piège, c'est que légalement, celui qui dit la vérité est présumé diffamateur et il lui revient de sortir du piège. Donc vous dites, mon voisin bat sa femme, supposez que c'est vrai, vous êtes un diffamateur. Il va falloir le prouver. Et puis il va falloir prouver que vous aviez les preuves au moment où vous l'avez dit, etc., etc., etc. Donc vous rentrez dans une logique qui est celle dans laquelle est prise l'écrivain, qui dès qu'il écrit une chose qui déplaît à quelqu'un, et plus il est puissant, plus c'est difficile, il doit se dire comment est-ce que je vais pouvoir sortir du piège de la diffamation, puisque je suis présumé diffamateur. Donc c'est un piège. Alors ceci dit, pour sortir du piège, il faut actionner une procédure qui est dite d'exception de vérité. Déjà le mot exception de vérité est un poème, parce que la vérité ne devrait pas être l'exception, ça devrait être la généralité. Donc déjà le mot exception de vérité est un peu inquiétant. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que ça a l'air de rien, mais dès que vous écrivez, ou bien vous dites du bien du monde entier, et à ce moment-là vous n'avez aucun problème en principe, mais dès l'instant que vous commencez à regarder ce qui ne fonctionne pas, eh bien évidemment vous allez mettre en cause des personnes, mécaniquement. Si vous commencez à dire la vérité, forcément vous allez déplaire. Celui qui dit la vérité doit être exécuté. Vous connaissez. Bon, donc à partir de ce moment-là, c'est une question qui se pose à chaque phrase dès que vous traitez un sujet important. Alors, je vais vous donner, nous allons revenir in fine à cette affaire de Morano. Je vais vous expliquer pourquoi, finalement, disons que Guy Bedos n'a pas été condamné, ce qui paraît tout à fait ahurissant, mais je vais vous parler de mon expérience personnelle. Bon. Donc j'avais gagné le plus gros procès en contrefaçon contre les éditions Albin Michel, donc d'ailleurs qui ont été totalement occultées, vous n'en avez pas entendu parler, parce qu'évidemment ça mettait en cause un certain nombre de questions. Et donc, ayant gagné ce procès comme auteur contre un grand éditeur, j'ai voulu expliquer aux autres auteurs qui seraient victimes de contrefaçon comment on gagne un procès en contrefaçon, et puis dénoncer le système de contrefaçon généralisée des best-sellers. Un best-seller, qu'est-ce que c'est? C'est une machine à vendre, et pour vendre, il faut prendre une belle tête, mais la belle tête n'a souvent rien à dire. Donc il faut prendre ce qu'on appelle un documentaliste, autre chose. Le documentaliste, lui, il ne sait rien de sujet, et donc il va aller piller un véritable auteur. Donc la chaîne de fabrication d'un best-seller, pas tous, mais ce système dont j'ai été victime
de la part de Philippe Guillaume, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un système, il faut beaucoup vendre, donc il faut que tous les maillons soient bons, la plus belle tête, le bon sujet, et le prendre chez le véritable auteur. Donc c'est ce que je souhaitais faire, expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que non seulement ça tue les véritables auteurs, mais ça tue les véritables idées. Parce qu'en général, il y a une contrefaçon et une trahison de l'auteur. Et donc c'est la conquête de la vérité qui n'avance pas. Et si nous avons tant de problèmes, c'est parce que la vérité est interdite d'édition. C'est pour ça qu'il y a tant de livres et si peu de livres remarquables. Donc c'était tout ce qui était en jeu, c'est le statut de la vérité, finalement, dans l'édition. Alors, donc ça mettait en cause l'industrie de l'édition, et l'industrie de l'édition s'est dit, il ne faut surtout pas que ce livre puisse faire école. Donc l'édition, le syndicat national d'édition d'ailleurs a fait une formation des juges, en disant aux juges, c'était quand même presque cocasse, mais la presse évidemment n'a pas relevé, a dit aux juges, il ne faut pas que vous condamniez les best-sellers, parce que c'est grâce à l'argent gagné par les best-sellers que nous pouvons éditer les petits auteurs. Donc c'est allé jusque-là, parce que je vous dis, c'est historique. Bon. Alors, ça c'était la première chose, mais ensuite, il ne fallait pas que ce livre garde ce crédit. Donc, les éditions Albin Michel m'ont attaqué en diffamation pour avoir dit la vérité, puisque ce qui sera condamné, je vous le dis pour le cas de Lubin, ce ne sont pas mes écritures, ce sont mes écritures d'avocat que j'avais citées. Donc c'est même pas pour ce que j'ai dit, c'est pour ce qu'avait dit mon avocat et qui avait servi pour gagner le procès. Mais ça, il n'a même pas été possible de le faire entendre, parce qu'en principe, ces écritures étaient protégées par ce qu'on appelle l'immunité judiciaire. Parce que toute l'astuce de la chaîne judiciaire, c'est d'empêcher la personne de dire ce qu'elle a à dire. C'est assez simple. Alors je continue. Bon, c'est le statut. Alors, donc cela s'est soldé finalement, je ne vais pas rentrer dans toute cette chaîne parce que c'est un véritable roman, mais ça s'est soldé par le fait que le juge de la 11e chambre, finalement ne pouvant pas faire condamner le texte sans même dire que ce n'était pas le mien, a été obligé de couper une phrase pour la condamner. Donc ce qui avait été dit dans les écritures, c'est que une certaine phrase n'était pas condamnable parce que ce n'était pas l'imputation d'un fait, mais de la connaissance d'un fait, et donc le juge a coupé LC, clac. Donc ça a transformé l'imputation de la connaissance d'un fait à l'imputation de la commission du fait. Alors c'est un petit peu technique, mais ça vous montre le travail bien. Donc ça c'est soldé, ce qu'il faut savoir, c'est par un faux en écriture public. Mais après, on tombe sur un autre problème, c'est comment faire valoir qu'un juge a fait un faux en écriture publique. Donc là, vous tombez sur une autre procédure, d'une plainte. La plainte conduit à un début d'enquête, ce qui a été fait dans mon cas, mais l'enquête, elle tombe dans le mauvais commissariat. Donc il faut simplement... Après, il y a une conclusion. On vous dit, l'enquête n'a pas abouti, mais vous dites qu'il n'y a pas eu d'enquête. Alors ils reconnaissent qu'il n'y a pas eu d'enquête, donc ils refont une enquête qui n'est pas une enquête, et enfin ça continue comme ça. Donc ça, c'est le détail quand même assez important. Alors... Donc, je vous donnerai, donc, il y a deux points précis que je vais vous indiquer, que peut utiliser le juge pour empêcher d'aboutir. C'est que le premier, c'est, qu'est-ce que c'est qu'une diffamation? C'est l'imputation de ce qui a été appelé un fait diffamatoire. Un fait diffamatoire, ce qui n'est pas une formule française, parce qu'un fait n'est pas diffamatoire, c'est un propos qui est diffamatoire. Mais la juriste a inventé un petit mot, c'est le fait diffamatoire. Donc, ce fait diffamatoire, lorsque vous êtes traîné devant les tribunaux, si je peux dire, pour des propos diffamatoires, eh bien, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais 9 passages. Albin Michel dit, il y a 9 passages, c'est insupportable, c'est diffamatoire. Donc, ma réponse, c'est de dire, tout est vrai, et les 9 propos sont exacts, et vous passez par la procédure de l'exception de vérité, ce que j'ai fait avec un avocat, et vous dites, ça y est, je vais avoir le droit de prouver que c'est vrai. Vous arrivez en première instance, et le juge vous dit, votre demande de bénéficier, ce qu'on appelle de l'exception de vérité, absolutoire, nous la rejetons. Alors, pourquoi? Le juge vous dit, c'est simple, vous n'avez pas dit quels étaient les faits diffamatoires dont vous entendiez prouver la vérité. Mais quand vous avez la phrase suivante, Napoléon rentre à Moscou avec un cheval fatigué qui boitait et voyait à la fenêtre une femme qui était près d'un pot de fleurs, quel est le fait? Il y a autant de faits que l'on veut. Il y a le fait du cheval qui boite, il y a le fait du truc, etc. Bon. Donc l'idée simple du prévenu
normal, c'est de se dire, bon, je vous dis la vérité, tout est vrai, il y a 9 passages. Bon, moi, dans mon cas d'ailleurs, il y avait 8 passages qui avaient été déclarés non diffamatoires. Il ne restait plus qu'un, mais c'était le bon. Très bien. Bon. Alors, je vous donne juste ce petit fait, parce que tout est comme ça. Bon. Donc, vous dites, bon, effectivement, je n'ai pas le droit de dire la vérité en première instance. Alors évidemment, après, c'est terminé. Parce que si vous dites, mon voisin bat sa femme, s'il n'a pas le droit de prouver que c'est vrai, ben, c'est une diffamation. Et si vous avez une diffamation, vous êtes condamné. Et d'ailleurs, ce qui est très, très passionnant, c'est que le juge d'instruction n'a pas le droit de rechercher la vérité, d'ailleurs. J'ai le texte ici, dans ce petit livre charmant, que je pourrais vous indiquer. Tout est là. Donc c'est une petite merveille. Bon. Alors, vous dites donc, allons, j'attends l'appel. En appel, vous dites, moi, vous me reprochez de ne pas avoir dit quels étaient les faits dont j'entendais prouver la vérité, mais dans l'acte l'acte d'accusation, si je peux dire, eh bien, vous n'avez pas vous-même dit quels étaient les faits diffamatoires que vous me reprochiez. Et à ce moment-là, vous savez ce que dit le juge? Ah, ben c'est trop tard. Il fallait le faire en première instance. Donc vous avez tout un jeu de chicane, et je vous donnerai les preuves d'ailleurs par la Cour de cassation tout à l'heure, qui fait que celui qui n'est pas prévenu, c'est le cas de le dire, de toutes ces subtilités, eh bien finalement tombe dans la fosse au lion, parce qu'il y a trop de complexité, cette complexité n'étant pas innocente évidemment, pour ce qui permet de donner un pouvoir discrétionnaire au juge. Il y a tellement, c'est ce qu'on appelle l'appréciation par exemple, l'opportunité des poursuites, le pouvoir d'appréciation. Ben évidemment, il faut bien que le juge puisse apprécier. Mais il peut apprécier dans un sens ou dans l'autre. Nous le reverrons avec l'affaire Morano, d'ailleurs, parce que là, le juge a apprécié les choses à sa manière. Mais comme c'est lui qui a la grille de lecture, et qu'il a un certain nombre de paramètres qui sont, disons-le, arbitraires, eh bien, il a le pouvoir absolu, en fait, dans les cas importants. Alors ça, c'est le premier fait, le fait diffamatoire. Donc, en première instance, comme vous êtes naïf, vous dites, je ne vais quand même pas leur dire de préciser les faits. Bon, on va dire que c'est vrai. Non. Il fallait les préciser. Vous dites après, mais vous-même ne l'avez pas fait. Mais c'est trop tard. On verra. Donc c'est ça la justice. La justice, c'est un système de droit, effectivement, de règles, évidemment, dans lesquelles il y a une asymétrie. Il y a ceux qui possèdent les règles, les bons avocats, et ceux qui, effectivement, ne les connaissent pas. Bon. Alors, je vais vous donner un deuxième... Le deuxième cas, c'était ça. Il y avait une phrase qui était à peu près la suivante. C'est comment imaginer que l'obstination des éditions Albin Michel à ne pas reconnaître leur contrefaçon, c'était rien, ne soit pas due au fait que ces éditions savaient qu'en arrière-fond de la présente affaire, il y avait un système de contrefaçon organisé qui était en cause. L'idée était simple, c'est-à-dire qu'Albin Michel avait été pris dans une affaire de contrefaçon, mais en fait, ce système relevait d'un système général dans l'édition. Bon, ça, il a été impossible d'expliquer, évidemment, ce dont il s'agissait, parce que les faits n'intéressent pas le juge. Hein, et ce qu'a coupé le juge, c'est LC. Les éditions elles savent qu'il y a un système de contrefaçon généralisé en arrière, mais si vous enlevez LC, ben ça veut dire que les éditions Albin Michel ont un système de contrefaçon organisé. C'est aussi bête que ça, si vous voulez. Bon. Donc, même si vous ne suivez pas le détail, c'est ce genre d'arcuties qui font finalement que l'honnête homme, si je peux dire, est certain de périr dans ce genre d'opération. Mais je vous en donnerai la preuve par la Cour de cassation, parce que je vais vous citer le rapporteur que j'ai eu, et nous sommes allés d'ailleurs dans une séance, la grande séance de la Cour de cassation, on assiste à des choses assez étonnantes, et c'est elle qui va vous faire l'aveu de la part de cette Cour de cassation. Alors maintenant, nous allons arriver à la suite. Revenons à l'affaire Morano, bon, qui est plus simple que ces affaires de procès littéraires. L'affaire Morano, lorsque vous cherchez à comprendre le petit jeu auquel s'est livrée la chaîne judiciaire, il est simple. Pour aller en justice, il faut actionner la bonne demande. Ce qu'attend le prévenu, normalement, le justiciable, bon, qui, je vous rappelle, a été victime d'une injustice, qui a un coup derrière, il ne connaît pas, c'est de l'aller voir un juge qui dit, mais, mon cher ami, mais vous avez été victime, je vais finalement vous rendre justice. Ce qu'attend le prévenu depuis Saint-Louis, c'est d'aller voir son seigneur et maître et dire, voilà, j'ai été victime, mais moi je ne suis pas puissant. Parce qu'en général, c'est le faible qui est attaqué. Hein, c'est pas donc il va le voir, et puis là, le juge dit, mais attendez, je vais réfléchir.
Alors racontez-moi votre affaire. Ah bah oui, mais ça, c'est tel délit. C'est le juge, normalement, qui devrait dire quel est le délit. La justice devrait être gratuite, c'est ça la véritable justice. Vous allez voir votre souverain maître et il vous dit non, là c'est pas du tout ça. C'est le faible qui en plus ne doit pas se tromper de porte. Il doit parler gentiment, il doit respecter les règles, il doit trouver le bon avocat qui dit la bonne chose. Et si jamais, au lieu d'appuyer sur le bouton blanc, on appuie sur le bouton vert, on dit ah vous avez perdu, il faut recommencer, c'est comme au casino, vous rejouez. C'est une chose c'est pour ça que la justice est si mal vue en France actuellement, parce que c'est extrêmement compliqué. Donc il faut actionner le bon bouton. Et donc si vous avez raison, bon, tout se passe bien, mais si vous n'avez pas, si vous n'avez pas appuyé exactement sur le bon bouton, c'est l'affaire Morano, le juge ne va même pas prendre la peine de requalifier. Parce que dans le cas où il faut vous sanctionner, là le juge peut dire non, non, mais de toute façon c'est pas comme ça qu'il faut, mais lorsque c'est en faveur de la victime, le juge ne requalifie jamais. C'est toujours en acte d'accusation. Bon. Et c'est ça qui est le scandale total, c'est que c'est le sachant qui attend que celui qui ne sait pas ne se trompe pas. Vous voyez, il n'y a jamais rattrapage. C'est un système totalement inhumain, totalement glacial, et qui ne fonctionne qu'en faveur des forts. D'ailleurs, on vous dit, avez-vous un bon avocat? Qu'est-ce que c'est qu'un bon avocat? C'est celui qui est copain-copain avec le juge, ou quelque chose de ce genre, qui est puissant, qui va pouvoir se faire entendre. Donc, à ce jeu, le faible perd tout le temps. Or, la justice n'a pas été faite pour les puissants, la justice a été faite pour les faibles. Eh bien, dans ce système actuel, c'est exactement l'inverse. Alors, la voie choisie par Mme Morano. Pourtant, Mme Morano, c'est pas une faible absolue. Hein, bon, quand même, elle a été ministre, donc elle a des alliés. C'est pas le pauvre petit justiciable. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait, Mme Morano? Bon, elle a suivi une évidence. Elle dit, j'attaque parce que la voie choisie, c'était celle de l'injure publique envers un citoyen. Vous savez, le mot citoyen, maintenant, non. Avant, on disait personne. Maintenant, on dit citoyen. Il y a des citoyens partout. Nous sommes tous des citoyens, ça fait bien. Nous sommes des citoyens. Le citoyen, c'est l'habitant de la cité, d'ailleurs. Donc, elle avait choisi la voie de l'injure publique envers citoyen chargé d'une fonction ou d'un mandat public. Ben, ça paraît l'évidence. Parce que je vous rappelle, évidemment, et ça, il y a une logique dans le code. C'est-à-dire que le code, il permet exactement de dire la vérité ou l'inverse. Parce qu'évidemment, la justice, c'est quand même subtil. C'est pas la même chose d'injurier Dieu et d'injurier votre voisin. Donc, suivant que vous injuriez quelqu'un de puissant ou pas puissant, c'est pas le même enjeu. Donc, injurier une personne qui est chargée d'une fonction ou d'un mandat public, en principe, c'est plus grave, bien que nous soyons tous égaux, hein, normalement. Hein. Enfin, bon, c'est quand même plus grave que d'injurier son marchand de salade. Pourquoi, d'ailleurs? On peut se poser la question, d'ailleurs. Enfin, parce que on est au-dessus de la loi. Bon. Alors, elle avait choisi cette voie, qui est assez évidente, je vous le rappelle, elle avait été injuriée à Tours. À Toul, je veux dire, Toul, c'était dans sa circonscription. Donc, c'était en rapport avec les fonctions qu'elle occupe. Et puis, elle est connue pour ses fonctions. Elle n'est pas connue pour sa vie privée. Donc, elle voulait faire payer le tarif maximum à Guy Bedos, ce qui est logique. J'ai tout à fait l'évidence. L'évidence. Bon, pas de chance. La Cour de Nancy a décidé que c'était la personne privée qui était visée. Vous voyez l'astuce? Toute l'astuce du pouvoir d'appréciation du juge, c'est qu'il y a la même personne en face. Alors vous pouvez dire, c'est le contribuable, c'est la personne fatiguée, c'est la personne qui revient de vacances, c'est la personne qui a une fonction publique, c'est la personne qui était ministre, c'est la personne privée, c'est la personne qui n'est privée de rien. Vous voyez? Et ça, c'est le juge qui est souverain. Alors il y a un terme que j'ai appris d'ailleurs pendant ces procès, c'est qu'on dit à raison du pouvoir souverain du juge. C'est-à-dire que les gens croyaient qu'il y avait le peuple souverain, mais il y a autant de souverains que de cours d'appel. Et quand la cour d'appel a tranché souverainement, la cour de cassation n'a plus rien à dire. Donc il y a un petit jeu, ah c'était pas moi qu'il fallait voir, ah il fallait le faire avant, ah il faudra le faire après, ah il voulait revenir. Donc évidemment c'est l'arbitraire absolument total. D'où, effectivement, l'image, hélas, de la justice. Bon, alors, c'est quand même assez cocasse, si vous voulez, enfin il vaut mieux vous en rire, de lire ça. Le Dauphiné vous a rapporté les choses. C'est que, alors, le propos de l'humoriste visait la personne. Il visait la personne, vous voyez, il y a quelqu'un et il vise la personne, ou il vise le mandat, ou il vise le chapeau, ou il vise le pied, vous voyez, on peut le choisir. Eh bien, il a été décidé que... Alors, Guy Bedos avait déjà été relaxé 2 fois, dit-on. Alors, en première instance, en septembre 2015, le tribunal correctionnel de Nancy a estimé que l'humoriste était dans son registre habituel. Vous voyez, c'est un diffamateur, parce que nous allons en parler quand même. Les humoristes sont des diffamateurs professionnels, puisqu'ils portent atteinte à l'honneur ou à la considération. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article 29. Mais on dit, c'est habituel, donc on peut se le permettre. Donc si vous voulez diffamer, arrangez-vous pour que ce soit
votre registre habituel. Mais si vous faites comme ça, le juge dira non, non, vous n'avez pas le droit que ce soit votre registre habituel. Mais Guy Bedos a le droit. Vous voyez donc tous les paramètres d'appréciation. Et dans cette décision du 2 août dernier, la Cour d'appel de Nancy, parce que c'est un appel, avait estimé que les propos litigieux... Alors, déjà, si on dit que les propos litigieux, il faut dire présumés litigieux, n'est-ce pas? Désigner la personne privée et ne comporter aucune référence à la qualité de dépositaire de l'autorité publique de Nadine Morano. C'est-à-dire, salope, t'as été ministre. Alors là, ça allait bien. Là, c'était... Donc, il faut vraiment président. Donc, alors... il n'y avait le propos désigné que la personne privée et ne portait aucune référence. Mais quand le juge ne tient pas compte de l'oreille, ce qui compte, c'est pas que le juriste, le calomniateur, vise telle ou telle partie. C'est la manière dont c'est entendu. Parce que ce qui fait mal, c'est pas ce que vous dites, c'est ce qui est entendu. Et d'ailleurs, on dit, s'il n'y avait pas les oreilles attentives, il n'y aurait pas de diffamateur. Donc là, le juge ne tient absolument aucun compte, finalement, de la nuisance. Il se met carrément du côté du diffamateur, en disant, attendez, il a visé votre personne privée, et non pas la personne publique. En fait, c'est la même personne, mais bien entendu. Bon, vous voyez le genre de choses. Et donc Nadine Morano a fait un pourvoi en cassation, à la suite, et puis en cassation, qu'est-ce qu'on dit? Dans sa décision, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d'appel de Nancy, soulignant, il souligne beaucoup, soulignant que les propos incriminés visaient la personne de Nadine Morano et ne constituaient pas une atteinte portée à la fonction publique qu'elle incarnait. Vous voyez, ça ne touche pas la fonction, évidemment. Donc tout ça, alors maintenant, l'histoire, le grand comique, mais vous ne verrez jamais les comiques attaquer ce genre de choses en justice, parce que vous verrez que les comiques, ils sont uniquement d'un seul côté du canal de Suez, si j'ose dire. Bon, ils sont uniquement d'un côté, jamais de l'autre. C'est que, alors après, c'est comme dans mon cas, Nadine Morano, elle va dire, j'ai pas porté sur la bonne porte. C'est comme moi, en premier instant, je n'avais pas dit que les faits qui m'étaient reprochés n'avaient pas été cités. Bah, que ça ne tienne. Maintenant, je vais attaquer à raison de la personne. Alors là, la grande justice va dire, attends, non, 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 non. C'est trop tard. Parce que pour attaquer, il faut attaquer dans les 3 mois. C'est trop tard. Il faut attaquer au moment... Et alors là, attendez, la raison qu'il va donner. Mais pourquoi il faut que 3 mois? Bah attention, c'est pour protéger la liberté d'expression. Parce que sinon, si on pouvait attaquer au-delà de 3 mois, vous vous rendez compte, plus personne ne serait libre. Voilà le genre de système dans lequel on vit. Et voilà pourquoi Marianne est muette. Voilà pourquoi les gens ont tellement peur de la justice. Parce qu'ils se doutent bien que ce bloc enfariné ne nous dit rien qui vaille. C'est-à-dire que c'est comme au casino, vous gagnez quand vous êtes le casino, c'est fait pour gagner le casino. Alors voilà à peu près le genre de problème auquel les écrivains sont confrontés. Et donc, je vous ai donné... Enfin voilà, maintenant, on arrive à la chose suivante. Bon, mais alors, c'est le génie de la loi de 1881. C'est un petit peu comme les droits de l'homme, on vous dit la loi de 80, c'est formidable, ça permet beaucoup de choses, mais on vous dit que c'est une grande conquête de la liberté d'expression, mais pas du tout. C'est-à-dire que la loi de 1880, elle permet de châtier les uns à volonté, c'est une loi d'arbitraire total. Alors effectivement, parfois la justice juge bien, mais quand c'est la bonne personne, ou la bonne situation. Je vous donne un exemple très simple, c'est dans ce guide-là. Par exemple, il est dit non, ça va être un petit peu plus loin, dans la Cour de cassation, je vais vous le dire. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune sécurité judiciaire. Dans le cas de Madame Morano, c'est évident, elle est injuriée, il faut qu'il y ait une sanction. C'est pas la peine de... Bon, dans d'autres cas, ça peut être un peu plus compliqué. Ben, tout ce système est fait pour... C'est un système extrêmement sophistiqué, extrêmement pervers, qui permet, quand il le veut, souverainement, selon son bon plaisir, d'ailleurs les écritures, j'en ai faites, ça commence par... qui plaisent au tribunal, vous voyez, il n'y a plus de roi, mais plaisent au tribunal, plaisent, vous voyez, c'est le règne du bon plaisir, bon, ça permet de sanctionner qui en veut. Alors ça, c'est une chose qui est inadmissible, et on se demande comment, dans un état de droit, on en soit là, et que personne ne s'occupe de cette question. Jamais. Vous ne verrez jamais ce problème de la vérité qui est posé dans les tribunaux. Or, c'est la position essentielle, parce que si, lorsque vous parlez, ce n'est pas vrai, c'est plus la peine de parler, et le présupposé, c'est que tout le monde dit la vérité. Eh bien non, ce n'est pas garanti. Alors maintenant, on se pose la question judiciaire. Ben, au fond, ce que je vous ai dit, ça peut vous déranger, mais maintenant, on va venir à la Cour de cassation. Que dit la Cour de cassation de l'exception de vérité? Bon, c'est Madame Sylvie Monetti, que j'ai vue à l'œuvre dans mon affaire, c'était vraiment du grand guignol, si je peux dire.
Bon, mais évidemment, elle était du bon côté du guignol. Bon. C'est-à-dire qu'il fallait voir comment elle débitait. C'était un petit peu comme les 10 petits nègres. Tac, je vous enlève l'argument. Tac, tac, tac. C'est très amusant. Enfin, vous faites tomber les arguments comme ça, en y passant. C'est un peu de métier. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, elle rappelle bien ce qu'est... donc, c'est dans la preuve de la vérité du fait diffamatoire. Par Madame Sylvie Monetti, conseillère référendaire à la Cour de cassation. Alors, elle rappelle ce qu'est la diffamation. Toute allégation d'un fait qui porte atteinte à l'article 29, très bien. Puis après, elle dit, face à une poursuite pour diffamation, le prévenu peut se défendre de différentes façons. Ça, c'est comme un crime. Bon. Il se défend. Bon, il faut qu'il se défende. Alors, il y a plusieurs, mais il dit, en troisièmement, mais il peut aussi obtenir sa relaxe en prouvant que son propos est exact, c'est-à-dire en apportant la preuve de la vérité du fait du matin. Jusque-là, vous dites, c'est très bien. On dit que vous pouvez. Mais le ticket d'entrée est tellement difficile. Bon. Alors, tout de suite après, ce qu'elle ajoute. Et là, ça vaut son pesant d'or. Or, nous allons voir, dit-elle, qu'il s'agit d'un parcours semé d'embûches, expliquant sans doute que ce moyen, vous voyez, le sans doute est délicieux, expliquant sans doute, c'est ça, sans doute, que ce moyen de défense n'est couronné de succès que dans un nombre extrêmement réduit de cas. Elle ne dit pas les gens sont des menteurs. Elle dit pas ça s'explique parce que les gens en général sont des gros menteurs. Non, 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 non. Elle dit, c'est un chemin semé d'embûches. Eh bien, c'est un aveu de la justice. Parce que la justice ne doit pas semer les embûches, elle doit permettre, justement, de dire la vérité. Or, cet argument, je l'ai utilisé auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, avec les arguments à l'appui, falsification de textes et autres. Et qu'a répondu la Cour de l'homme? Elle envoie un formulaire, par exemple, en disant il n'y a aucune apparence, finalement, qu'il y a un droit défendu par la Cour européenne de l'homme qui a été violé. Donc voilà dans quel système. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sécurité, simplement aucune impossibilité. Mais là, c'est l'aveu. Mais quand vous regardez le texte un peu plus loin, il y a tout un ensemble de choses, mais par rapport, vous avez une chose, l'offre de preuve est impossible en matière de diffamation raciale. Pourquoi est-ce que tout à coup, il y aurait un domaine réservé où la vérité ne puisse pas être prononcée? Donc c'est un système finalement de contrôle de la pensée, c'est un système de censure extrêmement sophistiqué, mais qui est dirigé, qui est contrôlé par un appareil tellement compliqué que personne n'y comprend rien. Donc voilà, donc c'est ce que je veux dire. Alors ce qui est très grave, bon c'est pas telle ou telle condamnation, c'est que la vérité est impossible dans ce régime. Sauf si vous avez des gros bras, si vous achetez les organes de presse, si vous avez les avocats qu'il faut, si vous êtes le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le contraire de la vérité et de la justice. Alors, maintenant, je vais vous donner, j'en arrive au fin fond de l'affaire. Revenons à l'affaire Morano, qui est très importante pour la vérité. C'est-à-dire que la diffamation, l'insulte, l'outrage, ce sont des armes. Ce sont des armes qui ont, à la fin du XVIIIe siècle, conduit, finalement, à la fin de la royauté. Vous avez l'affaire du collier, vous avez les libellés qui venaient d'Angleterre. C'est-à-dire que détruire l'image, détruire la réputation de quelqu'un, c'est un assassinat social. Donc c'est une arme extraordinaire. Les gens sont peu sensibles au raisonnement. Hein. Mais en revanche, vous ridiculisez quelqu'un, vous le diffamez, il est mort, et il ne sait même pas de quoi, finalement. C'est ça l'arme. Et qui a cette arme? Ce sont les humoristes. C'est-à-dire que le système de contrôle de la pensée de la population est le suivant. Bon, vous avez les arguments rationnels, là vous tombez sur les écrivains, mais c'est un peu plus compliqué, il faut savoir lire, etc. Mais grâce à la télévision, vous avez une bande organisée de diffamateurs qui ont un statut spécial. Nous le voyons avec l'affaire Bedos, eux, ils peuvent diffamer. Il était dans son registre normal. Ils sont dans leur registre normal. Vous aviez les sycophantes à Athènes, nous n'en parlons pas, mais ils sont dans leur registre, ils sont là pour ça. C'est l'affaire d'ailleurs, je suis désolé de rappeler quand même, de Charlie. Bon, indépendamment évidemment de ce que tout le monde condamne, évidemment, mais en fait ce sont des gens qui ont un statut spécial, qui sont là uniquement pour diffamer le camp du bien, l'axe du bien. Parce qu'ils n'attaqueront jamais le pouvoir en place. Ils font un petit peu semblant. Ils n'attaquent jamais que les gens respectables, même qui ont fauté éventuellement. Ils n'attaquent jamais que la morale, jamais que le bon droit, jamais que les vraies valeurs. Jamais, 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 ils ne le font pour les gens qui sont du côté de l'axe du mal. J'ai regardé. Alors là, le problème du juge,
pas le juge, la chaîne judiciaire, évidemment, parce que c'est une personne morale. Bon, eh bien, le problème, c'est, attendez, attention. Si jamais vous condamnez Guy Bedos, c'est très ennuyeux parce qu'il ne pourra plus diffamer ceux qu'on veut voir condamner. Bon, Madame Morano, de toute façon, Madame, je vais voir pourquoi finalement elle avait traité. On ne le dit pas. C'est-à-dire qu'elle avait dit une chose qu'il ne fallait pas dire. Hein, bon, si je me souviens bien. Donc, il faut que Guy Bedos puisse continuer à être dans son registre naturel de finalement détruire la réputation des gens qui nous dérangent. Voilà. Il faut qu'il continue à être dans son registre. Donc, dans le cas particulier de Madame Morano, on a pu le condamner, mais c'est ennuyeux, c'est comme un précédent, ça peut faire jurisprudence. Hein, on peut lui enlever une arme à M. Guy Bedos. Voilà, donc voilà tout le fond de l'affaire. Alors, donc, en fait, nous avons un pouvoir qui par les humoristes, tous ces humoristes qui nous inondent tous les matins, ridiculisant, etc., eh bien, ce que le pouvoir ne peut faire ouvertement, il le fait par ces gens-là. Ce sont, finalement, des agents d'influence en bande organisée de diffamation, ou d'insultes, ou de... C'est ça, finalement, le système. Bon. Alors maintenant, on arrive à la fin. Et alors, l'humour de la question, c'est que non seulement Mme Morano a été insultée, mais la chaîne judiciaire rajoute une peine de plus. Vous savez, c'est la double peine. C'est quelle idiote! Elle n'a même pas été capable d'actionner la bonne procédure. Vous voyez? C'est ça la morale. On dit quand même, elle est ancien ministre. Quelle idiote! Elle a appuyé sur le mauvais bouton. Le bon, c'était juste à côté. Vraiment, quelle idiote. Vous voyez, donc en plus, il y a l'idiote, l'incompétence qui va derrière. Voilà, pour ceux qui réfléchissent, ce à quoi conduit ce système. Alors maintenant, je voudrais dire que, au fond, quelle est la morale à tirer de tout ça? Pour mettre un petit peu d'humour. Eh bien, je crois que c'est la morale que donne le grand siècle. C'est-à-dire, actuellement, il y a une destruction de l'intelligence à vitesse accélérée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de véritable critique, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus d'intelligence. J'ai entendu récemment M. Hortefeux dire il n'y a pas eu de débat, on parle de rien, il n'y a même plus de débat, il n'y a plus rien, on nous sort une petite chansonnette. Et alors, quand vous voyez l'intelligence du grand siècle, et c'était Maurice Druon qui dit c'est quand même bizarre, c'est du temps de la tyrannie, c'est pas le mot que les gens pensent, et du temps de la liberté, ils n'ont plus rien à dire. Cherchez l'erreur. Eh bien, vous prenez quelqu'un comme Molière. Que disait-il? J'ai pour moi la justice et je perds mon procès. Ça, c'est dans le Misanthrope. Voilà qui était clair, déjà. Parce que la justice n'a pas commencé à... Ensuite, vous avez La Fontaine, dans Les animaux malades de la peste, qui vous dit « Suivant que vous serez puissant ou misérable, les jugements du cours vous feront noir et blanc. » Et puis, la grande vérité, elle est dans Tartuffe. Tartuffe, c'est la fin du Tartuffe. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un niveau au-dessus du droit. Et c'était le niveau qu'introduit Molière à la fin du Tartuffe. Le Tartuffe, je vous rappelle, c'est un juriste, parce que Tartuffe est un juriste, qui fait faire un contrat au bourgeois Orgon pour qu'il lui donne sa maison. Et quand Orgon a signé « Je te donne ma maison parce que tu es un très bon religieux », eh bien à ce moment-là, Tartuffe dit à Orgon maintenant, dégage, c'est le dégagisme de l'époque. Mais Molière, qui était un commensal du roi Louis XIV, et il disait peut-être tout haut ce que Louis XIV pensait tout bas, il termine la pièce en réintroduisant le prince qui casse le droit pour introduire la justice. C'est-à-dire que si au-dessus de cet appareil judiciaire qui est complètement infiltré par tout ensemble d'intérêts, d'avantages, etc., il n'y a pas au-dessus un arbitre, c'est ce que disait Ardisson à l'époque, un arbitre qui réintroduit la justice parmi tous ceux qui violent la justice, qui sont nécessairement les grands, qui sont nécessairement ceux qui occupent les postes, eh bien il n'y a pas de véritable justice possible. Alors, dans cette affaire, nous le voyons en politique et partout, finalement, nous sommes au degré d'intelligence zéro, justice zéro, politique zéro, école zéro, langue zéro. Et donc, il faut effectivement, nous ne pourrons pas faire l'économie de la question de l'intelligence et de la langue française, qui seule peut nous sortir de ce piège. Voilà, je vous remercie.